Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique réalisé, vous l'aurez sans doute remarqué, depuis le Salon international de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Émission enregistrée ce 27 février car ce mardi avait été déclarée journée des Hauts-de-France au Salon. Nous aurions donc été sans doute considérés comme petits bras si nous n'avions pas justement remonté nos manches pour être ici aujourd'hui. D'autant plus que nous allons poser une question qui fâche à l'occasion de cette émission. Nos agriculteurs ont-ils les pieds sur terre? Plus concrètement, quelle est la responsabilité des agriculteurs picards des Hauts-de-France dans la situation parfois délicate qui est la leur aujourd'hui? En effet, pour expliquer les maux dont souffre l'agriculture française, aujourd'hui il est de coutume, on le sait, de montrer du doigt, même si ça ne se fait pas, la politique agricole commune, les mises en jachère, la grande distribution, la politique agricole des gouvernements français de ces dernières années. Mais les agriculteurs français, parmi lesquels les picards, donc, ont-ils fait leur examen de conscience? Quelle est leur part de responsabilité dans ce grand bazar agricole? N'ont-ils pas, eux aussi, commis des erreurs d'appréciation, de gestion, de réflexion, de formation? Certains ne sont-ils pas allés droit dans leurs bottes et droit dans le mur, tout en klaxonnant, en se disant que de toute façon, ce serait la faute des autres? Pour débattre de cette question volontairement provocante et provocatrice, trois invités sur ce plateau. Christophe Buisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, mais aussi agriculteur, maire d'Avluy dans la Somme, président Groupama de la Somme et membre du conseil de la Fédération nationale. Ça tient beaucoup de place sur une carte de visite, tout ça. Hein? Oui, mais j'ai toujours aimé m'impliquer. Merci en tout cas d'être ici. Hervé Daven, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le vice-président des jeunes agriculteurs de l'Oise, installé depuis 3 ans maintenant sur une exploitation de 200 hectares. Vous produisez du blé, de l'orge de brasserie, du colza, des pois et des betteraves. Tout cela de façon, m'a-t-on dit, raisonnée. Mais est-ce que pour autant cela fait de vous quelqu'un de raisonnable? On verra ça dans quelques instants. Bertrand Lowès, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le directeur du lycée agricole de Chauny, c'est dans l'Aisne, établissement qui porte le nom de Robert Schuman. Faut-il le rappeler, père fondateur de l'Europe, qui n'a pas particulièrement bonne presse, je le rappelais, auprès des agriculteurs. Vous nous expliquerez s'il n'y a pas là-dedans non plus un peu de provocation. Et on verra avec vous surtout si l'enseignement prodigué aujourd'hui dans votre établissement est en phase ou pas avec les réalités du monde agricole d'aujourd'hui. Et parce que cette émission se veut participative et interactive, Laurent Pénichou de la rédaction de France 3 Picardie est à 2 pas de ce plateau pour recueillir vos réactions et vos questions, n'est-ce pas Laurent? Oui, Dominique, effectivement, il y a beaucoup de monde ici dans les allées du salon. Et comme nous avons des spécialistes sur le plateau, eh bien, nous aurons des gens aussi qui ont peut-être des bonnes questions à leur poser, puisqu'on nous a garanti qu'il n'y aurait pas de tabou. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci à vous. Et pour lancer le débat et planter le décor, cette circonstance, voyez ce reportage réalisé par l'une de nos équipes. Alexandre Hébert et Delphine Dubourg, journalistes en herbe, se sont penchés sur ce fameux glyphosate dont on parle tant depuis quelques semaines. Un herbicide qui alimente le débat aussi en Picardie. Seul sur sa barque, René Novak se rend sur son petit îlot. Comme chaque hiver depuis 41 ans, ce maraîcher va préparer sa terre avant d'y planter ses fruits et ses légumes. Particularité, il cultive sur un ortillonnage, une terre marécageuse. C'est la vase qui lui sert d'engrais, une technique qui lui permet de se passer de produits chimiques. Aux ortillonnages, rarement les ortillons mettent de l'engrais. Une fois on met du fumier, une fois on fait des engrais verts, et une autre fois on met les alluvions qui sortent des fossés des rigueux pour arriver à avoir de bonnes récoltes sur des petites surfaces, puisqu'au fond c'est des petites surfaces, donc on n'a pas besoin de grosses quantités, quoi. Une petite surface, c'est le pari qu'a fait cet autre maraîcher il y a 3 ans. Un demi-hectare sur lequel il pratique une agriculture biologique. Ici aussi, aucun produit chimique, un choix qui le force à vendre ses légumes très localement et demande une attention de tous les instants. Il travaille à la main ou avec des outils qu'il a conçus lui-même. Et puis aussi, c'est par des préparations naturelles. Moi, je prépare des purins d'ortie par des protections naturelles, c'est-à-dire des bâches, c'est-à-dire certains filets anti-insectes, l'observation de ce qu'on appelle des auxiliaires. Bienvenue les hérissons qui viennent manger les limaces, bienvenue les coccinelles qui viennent manger les pucerons. Se passer de produits chimiques, impensable pour cet exploitant agricole. À 25 ans, Thibaut Delacroix utilise régulièrement du glyphosate, un désherbant qui lui permet de moins labourer sa terre. Avec l'interdiction programmée de ce produit, il devra abandonner cette pratique et craint des conséquences sur l'environnement.
il y aura forcément un deal à jouer. Soit on garde le glyphosate et on limite l'érosion, on limite la dilution des nitrates vers les nappes phréatiques et d'autres éléments minéraux. On participe aussi à la baisse de l'effet de serre au niveau de l'atmosphère. Ou alors on arrête l'utilisation du glyphosate et par contre on amène d'autres impacts négatifs sur les différents points. Des produits encore très utilisés. Selon une étude, 72% des fruits et 41% des légumes non bio présenteraient aujourd'hui des traces de pesticides. Hervé Daven, je vais avoir besoin de vos lumières. Là, pour le coup, je suis très content de vous trouver sur ce plateau parce que je viens d'écouter, tout comme vous, très attentivement, ce jeune agriculteur, il a 25 ans, et il nous explique qu'utiliser le glyphosate, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, en effet, ça permet justement d'éviter de travailler le sol en profondeur. C'est des personnes qui travaillent sur des techniques culturales simplifiées notamment, qui utilisent le glyphosate dans des rotations courtes même parfois. Aujourd'hui, on n'est pas non plus contre le fait aussi demain que ça disparaisse, mais il faudrait qu'on ait des méthodes alternatives. Et malheureusement, on supprime avant d'avoir d'autres outils. Donc il faut qu'on revienne à la recherche. Et ensuite, une fois que la recherche, on aura trouvé une solution alternative, on pourra dire on supprime le glyphosate. Mais là, on marche à l'envers. Mais là, vous considérez, vous, et je vous pose la question à tous les trois, que c'est un discours responsable. C'est un discours responsable de la part d'un jeune agriculteur. Oui, c'est un discours responsable de la part d'un jeune agriculteur, dans le sens où, dans son système d'exploitation, le glyphosate s'intègre dans une stratégie de l'entreprise qui fait qu'il répond aujourd'hui à des objectifs qu'il a fixés sur son entreprise. Donc oui, dans ce cas-là, c'est un discours. Mais est-ce que la logique de l'entreprise, Christophe Buisset, c'est de continuer, entre guillemets, à polluer et à utiliser des herbicides ? Vous savez, on pollue tous. On pollue tous. Pour venir ici sur ce plateau, vous avez pollué. Donc on pollue. Je suis venu en transport en commun. Pourquoi le transport en commun? L'électricité en France, c'est du nucléaire, grande partie. Pour aller à ce transport en commun, vous avez utilisé quoi? Un vélo? Non. Bon, voilà. Donc on a tous pollué. Donc on pollue tous. Cette thématique est comment on essaye de trouver des solutions ensemble pour effectivement permettre à ce que nos sols, et nous, les sols, c'est notre outil de travail. On en a besoin tous les jours. Donc, on n'est pas là pour essayer de polluer nos sols. Alors, le glyphosate est un outil parmi tant d'autres. Comment on remplace cet outil? C'est là la question qu'il faut se poser. Et comment on fait pour remplacer cet outil? Et ce jeune agriculteur a bien expliqué. Il est parti dans des techniques de culture qui permettent de laisser les sols toujours couverts. Mais par moment, quand on laisse les sols toujours couverts tout au long de l'année, on a des problèmes d'adventice, de mauvaises herbes qu'on n'arrive plus à avoir. Donc, de temps en temps, il faut utiliser le glyphosate. De temps en temps. Malheureusement. En attendant de trouver autre chose. Exactement. Et ça peut prendre combien de temps de trouver autre chose? Ça va mettre du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur le sujet. Et la vraie problématique qu'on a aussi avec le glyphosate, nous dans les champs d'agriculture, on travaille à essayer de nouvelles techniques, de nouveaux produits qui sont moins nocifs pour l'environnement et qui peuvent nous régler les problèmes d'adventices qui envahissent nos parcelles. Mais on ne change pas d'outils comme ça du jour au lendemain. Et la vraie problématique qu'on va avoir, c'est que demain, nous, on n'aura plus ici en France et en Haute-France cet outil. Et nos voisins belges, à quelques kilomètres, eux vont pouvoir utiliser l'outil. Donc comment on fait? On va barrer, on va remettre des frontières. On va dire les produits belges, ils ont utilisé du glyphosate, ils n'ont pas les mêmes charges que nous, ils ont le droit de rentrer au même prix? Non. Alors est-ce que ça veut dire que pour autant, les deux autres, le maraîcher en particulier qu'on a entendu dans ce reportage, lui dit « pas de ça chez moi, moi je fais autrement ». Est-ce que lui, il est déraisonnable? Est-ce que c'est lui le fou? Non, du tout. Au contraire. Moi, je dis, on a des agricultures. Il y a des agricultures différentes. Il y a des consommateurs qui vont consommer de façon différente. Il y a des consommateurs qui vont vouloir donner beaucoup de sens à ce qu'ils mettent dans leur assiette et qui sont prêts à mettre le prix. Il y a une question de prix. Le prix, c'est tabou. Mais non, le prix, c'est pas tabou. Le prix, c'est de l'économie. Il n'y a pas de question tabou dans votre émission, vous me l'avez dit. Donc, le prix est important. Si les gens sont prêts à mettre le prix et à acheter de l'agriculture biologique, eh ben, l'agriculture va se transformer. Avant d'aller retrouver Laurent qui a déjà des questions, je crois, dont il aimerait se faire l'écho et des questions autour de lui. Bertrand Lobouès, quand vous entendez ce type de discours d'un jeune agriculteur, est-ce que vous vous dites, moi en tant que directeur d'un établissement agricole, j'ai peut-être déjà raté quelque chose, ou je n'ai pas su faire passer un message, ou mon corps enseignant n'a pas su faire passer un message? Votre reportage est intéressant. On a 3 agricultures différentes avec 3 agriculteurs différents. Et on essaie de les faire rentrer là-dedans, nos jeunes aujourd'hui, au travers de projets. On essaie de leur montrer toutes les alternatives. Il n'y a plus d'agriculture unique. Si on se dit, comme il y a 30 ans, l'agriculture c'est ça, on passe à côté. Là, on passe à côté. Ça, c'est assez nouveau comme discours, chez vous, comme dans d'autres établissements agricoles? Non, c'est pas nouveau. C'est un discours qu'on entend, nous, au travers du ministère de l'Agriculture, qui nous chapeaute, entre guillemets. Mais c'est aussi un discours qu'on entend auprès des agriculteurs. Il n'y a plus d'agriculture unique depuis 20 ans.
15 ans ou 20 ans. Et donc il faut bien faire toucher du doigt à nos jeunes toutes ces agricultures, toutes ces compétences alternatives, voilà, de commercialisation en direct ou de commercialisation au travers de l'industrie, etc. Et donc on leur laisse le panel et le choix. Aujourd'hui, voilà, il y a aux jeunes, au travers de sa formation, de faire ses choix derrière. Alors on va voir avec vous dans quelques instants si ces jeunes sont toujours réceptifs à cette offre à laquelle vous faites référence, mais on a une autre offre qui est prête, c'est celle des questions déjà qui se sont fait jour. Laurent Pénichou est donc tout près d'ici avec Laurent, je crois, déjà des réactions. Oui, alors on est juste derrière vous, Dominique, avec des réactions. Oui, effectivement, c'est un débat qui intéresse beaucoup le public. Je suis avec deux personnes ici qui ne sont pas Picards, qui viennent d'un peu plus loin. Pourtant, je m'appelle Picard. C'est mon nom de famille. Mais nous, on vient de Lorraine, plus précisément de Meurthe-et-Moselle. Oui, de Meurthe-et-Moselle. Et donc vous, le Salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous incontournable pour vous et c'est vraiment l'endroit où on a envie de poser des questions. Hein. Oui, on essaie de rencontrer des professionnels, des éleveurs. On est venu aussi pour voir les animaux. Et donc toutes ces questions qu'on se pose ici sur le devenir de l'agriculture, sur les techniques, vous, les consommateurs, ça touche vraiment au plus près. On est en plein questionnement en ce moment. C'est quand même important parce qu'on utilise quand même pas mal de produits, quand même des produits fermiers, des produits d'agriculture, hein, notamment aussi tout ce qui est céréales. Donc c'est quand même important de savoir comment c'est cultivé, hein, et puis dans l'idéal... Comment on peut faire surtout? Comment on peut faire? On parle beaucoup d'environnement, de santé. On n'a pas vraiment la réponse pour l'instant. Ben non, pour le moment, on n'a pas vraiment... Tant qu'on n'aura pas trouvé un produit moins dangereux, ça ne sera pas évident de l'arrêter complètement, quoi. Moi, je pense, quoi. Hein. Parce que surtout, de la façon maintenant qu'on cultive les sols, on ne laboure plus. Si on ne laboure plus, comme il disait tout de suite, là, les adventifs poussent plus facilement. C'est plus compliqué de les éliminer. Donc, ou alors il faut revenir au labour. Et ils disent que le labour, ce n'est pas une bonne solution non plus. Et en même temps, le glyphosate, là, nous, on n'est pas experts. Ils disent que c'est un produit quand même qui est éventuellement dangereux. Est-ce que c'est vrai? Nous, on ne sait pas trop. Au début, ils disaient que c'était le produit le moins dangereux. Hein, parce que on va écouter nos experts justement qui vont peut-être nous apporter encore plus de précision. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Merci. Merci Laurent, merci à vos premiers interlocuteurs. Christophe Busset, on vient d'entendre que ce monsieur maîtrisait parfaitement son sujet. Le sujet justement dont il est question aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs picards des Hauts-de-France, les agriculteurs français ont les pieds sur terre? Est-ce que c'est une question légitime ou est-ce que c'est une question qui vous est désagréable? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Oui, je me la pose souvent, surtout en tant que responsable agricole des Hauts-de-France. Je me la pose souvent cette question et je me dis j'ai la responsabilité d'essayer d'emmener mon agriculture en Hauts-de-France et mes agriculteurs plutôt, parce qu'il y a différentes agricultures, vers quelque chose de vraiment responsable et qui ait du sens et du lien avec le consommateur, mais aussi qui économiquement soit résiliente et viable. Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, un peu sur le ton de la provocation, c'est facile de montrer du doigt l'Europe, les gouvernements français, les politiques agricoles. Mais est-ce que c'est aussi facile de se regarder dans une glace et de se dire, là, peut-être que je me suis trompé, ça fait longtemps que je me trompe? Qu'on soit agriculteur installé depuis plus longtemps, qu'on soit installé depuis quelques années. Alors, c'est vrai que ça peut être difficile parfois. Mais ces questions-là, je peux vraiment vous dire qu'on se les pose depuis un certain nombre d'années. On se pose vraiment les bonnes questions. La problématique, c'est où on veut aussi nous emmener. Qu'est-ce qu'on a demandé aux agriculteurs sur notre territoire? On leur a demandé de produire. Ils ont réussi pleinement. La France a été un premier pays exportateur. Ensuite, on leur a demandé d'avoir plus de traçabilité. Et tout à l'heure, quand on parlait des produits phytosanitaires, moi, j'aimerais bien... là, on va laisser rentrer les produits du Mercosur. C'est le débat du moment. Mercosur, en deux mots? Mercosur, c'est tous les pays d'Amérique du Sud. Demain, on va laisser rentrer les produits du Mercosur. Est-ce qu'il y aura la même traçabilité que les produits français? Je demande que le consommateur ait plus d'informations, plus de traçabilité sur ce qu'il met dans son assiette, aussi bien dans les produits frais que dans les produits transformés. Hervé Daven, vous, est-ce que vous êtes posé ce type de questions? Et pour se raccrocher à l'actualité la plus récente du Salon, lors de sa venue, Emmanuel Macron, ici, président de la République, est resté 12h20 dans ce salon. Il a eu droit à des acclamations, mais il a eu droit aussi à des sifflets, à des huées. Est-ce que c'est la solution de facilité? Est-ce que finalement, c'est pas aussi simple que de jeter la pierre et de regarder là dans la mauvaise direction?
Je pense qu'on est responsable aussi. Enfin, on jette la pierre sur les politiques parfois, mais de temps en temps, il faut peut-être qu'on balaye aussi devant nos portes. On a utilisé des méthodes pendant des années. On a été aussi très mauvais communicants. Les gens ont peut-être une image de l'agriculture qui est un petit peu différente. Souvent, on prend l'exemple, moi, jeune agriculteur, quand on communique avec les gens, où l'époque de Martin Laferme est passée, ce moment-là. Aujourd'hui, on travaille avec l'agriculture. Alors, on est au salon, on vient là pour ça. On est vraiment sur des thématiques avec des outils de précision, de la technologie, des drones, des outils de décision qui sont très utiles pour nous. Une sorte d'agriculture 2.0 2.0, même 4.0 aujourd'hui, parce que voilà, on a un stand dans le Hall 4 aujourd'hui où l'agriculture 4.0 s'invite. Donc on a vraiment des outils qui nous accompagnent et qui peuvent nous aider demain à relever ces défis-là, en diminuant ces produits phyto. Je vais vous dire, c'est pas un plaisir, moi, demain, d'aller balancer des produits phyto sur mes parcelles. C'est un coût. Quand je connais mon coût de production aujourd'hui et mon prix de vente, ça me grève et ça me fait pas plaisir d'aller pour le plaisir dans les champs avec mon pulvé, quoi. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un adepte de la production d'une agriculture raisonnée. Est-ce que ça a été d'abord pour vous une évidence? Est-ce que ça a été facile à expliquer à vos proches et à vos collègues et amis agriculteurs? Est-ce que tout le monde l'a bien compris, ça? Le plus gros défi à expliquer ça, souvent, c'est le conflit intergénérationnel, c'est aux parents, parce qu'ils sortent justement... Vos parents étaient agriculteurs? Oui, bien sûr, j'ai appris l'exploitation familiale. Donc, comme dit Christophe, on a été une génération où on leur a demandé de produire en quantité et en qualité. Donc, on leur a amené les engrais, les phytos. Aujourd'hui, nous, on arrive avec des formations différentes. On a été sur les bancs de l'école aussi, peut-être un petit peu plus longtemps. Moi, j'ai fait Bac+2, derrière avec un BTS, justement, Robert Schumann. Et on a eu une analyse, on a eu des outils qui nous ont permis d'analyser différemment le quotidien, aller intervenir au bon moment. Pas mettre le produit pour mettre le produit, mais vraiment intervenir parce que le seuil de nuisibilité est atteint. Donc, on ne va pas, par plaisir, dans les champs, mettre du phyto pour le plaisir. Justement, Bertrand Loès, on touche peut-être là du doigt la première pierre et la première explication à la question qu'on se posait. Est-ce que finalement le modèle familial, c'est pas la plus grande difficulté à laquelle vous pouvez, quand je dis vous, c'est les enseignants qui sont dans l'établissement que vous pilotez, que vous dirigez, mais c'est difficile, non? On l'entend là, de faire entendre à ses propres parents à qui on va reprendre la ferme, de leur expliquer qu'eux ils se sont trompés, qu'on va faire différemment. C'est une difficulté, c'est vrai. On l'a tous, de toute façon. On reprend toujours une entreprise derrière quelqu'un. Il y a toujours un savoir-faire. Et bien sûr que les jeunes doivent se confronter à ça. Mais on leur donne aussi les outils. Hervé l'a bien dit. La formation lui a apporté un certain nombre de choses, lui a peut-être ouvert les yeux sur un certain nombre d'autres choses qui lui ont permis de l'adapter et de le mettre en place dans son entreprise. C'est ça qui est important à mes yeux. Mais est-ce que c'est, une fois encore, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, un message à faire passer auprès des jeunes qui viennent vous voir, ou est-ce qu'il y en a qui viennent de toute façon avec une idée préconçue en disant moi je vais travailler comme ci et comme ça, j'ai envie de faire comme ça et on ne va pas m'imposer ma façon de travailler? Alors là, vous parlez à l'enseignant. Oui, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a des préconçus chez nos jeunes. Il faut se battre aussi contre ça. Mais c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'établissement scolaire, de montrer d'autres choses et de montrer aussi d'autres agricultures, d'autres témoignages, voilà, qui permettent aux jeunes d'identifier et de voir ce qui fonctionne ailleurs et ce qui peut à un moment donné le faire évoluer dans son état d'esprit. Vous anticipez ce type d'état d'esprit ou vous l'accompagnez ou vous gérez au coup par coup? Il est de fait, de toute façon, cet état d'esprit. Donc, on le fait de façon permanente, à la limite de façon involontaire. C'est-à-dire que c'est bien dans les cours qu'il y a une transmission d'un certain nombre d'informations, de choses. On parlait de l'agriculture de précision. On a les appareils d'agriculture de précision chez nous. On forme nos jeunes dessus. Voilà, c'est au travers de l'enseignement, c'est les enseignants qui transmettent ce message au travers de plein de projets différents, quels qu'ils soient. Hervé Daven, vous êtes convaincu par ce que vous êtes et par ce que vous faites. Vous avez même, donc, vous nous expliquez, même si ça a été compliqué, vos parents ont finalement compris ce que vous vouliez leur expliquer. Mais qu'est-ce qui vous agace, vous, chez vos confrères agriculteurs? Est-ce qu'il n'y en a pas à qui vous avez envie de dire par moment, mais là, tu fais fausse route? Ou est-ce qu'il y a un vrai esprit de solidarité chez les agriculteurs qui vous interdit de le faire? Enfin, juger le travail de son collègue, c'est toujours compliqué. Enfin, du moins, je ne suis pas juge, hein, donc on essaye de travailler en commun, ensemble. On peut, voilà, avoir, moi, je suis dans un groupe, par exemple, au sein de la Chambre d'agriculture dans le département de l'Oise. On a des groupes où on se retrouve entre exploitants pour échanger sur nos techniques. Certains mettent en œuvre quelques techniques nouvelles de recherche, de développement. C'est des groupes de développement qu'on a au sein de ces chambres. Et c'est utile pour nous parce que justement, c'est le rôle de la Chambre de nous accompagner là-dessus. Et on peut être fiers d'avoir ces structures-là qui aujourd'hui peuvent nous conseiller à travers des techniciens et mettre des moyens aussi dans cette recherche. Christophe Bussier, justement, vous vouliez réagir et j'avais une question. Oui, pour vous. Non, mais vous avez raison. Chez les agriculteurs comme chez les journalistes, il y en a qui font bien leur travail et il y en a d'autres qui le font moins bien. Donc c'est partout pareil, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, moi, j'ai envie de parler, et ce que disait Hervé, effectivement,
des marges de progrès. On a des marges de progrès. Oui, c'est vrai que pendant elles des existent. années, on a eu un modèle agricole, on le disait tout à l'heure, on est resté sur un modèle agricole. Mais il y a des modèles agricoles. Et il faut à tout prix, dans ces marges de progrès, qu'on puisse permettre à différents modèles agricoles d'avancer. Est-ce qu'on peut parler d'un moment en particulier où il y a une bascule qui s'est faite, où vous avez senti, vous, à la place qui est la vôtre, que les choses bougeaient, changeaient? Ben, j'ai envie de dire, la bascule s'est faite et se fait du fait qu'on est produit de plus en plus, que le marché a été à saturation à un moment donné, de la libéralisation des quotas et de la production en Europe. Tout à l'heure, on parlait de Robert Schuman et de l'Europe. Les agriculteurs sont les premiers Européens. Il ne faut pas dire que les agriculteurs sont anti-européens. Parfois, on a du mal à le comprendre, hein, et à l'entendre. Ils ont beaucoup de mal avec la transposition des règles européennes en droit français. Et c'est la problématique. Alors, la vraie problématique, c'est que le politique français, l'Europe a bon dos. Souvent, on dit c'est l'Europe. Mais souvent, c'est une transposition franco-française des règles européennes. Parce que les règles sont les mêmes pour les Belges, les Allemands, les Hollandais ou les Italiens que pour les Français. Donc, c'est là la problématique. Donc, vraiment, l'agriculteur, il a besoin de l'Europe aussi pour avancer. Mais sur les modèles d'agriculture, on a eu aussi nos propres défauts et le modèle est en train de changer. On n'a peut-être pas assez évolué en prenant en compte le consommateur et le modèle a vraiment basculé à la fin des quotas avec les problèmes de surproduction, que ce soit en production laitière, en production céréalière, avec ces années difficiles. Et à la demande sociétale aussi. C'est elle qui nous fait bouger. Oui, c'est aussi, et j'allais dire avant tout, les consommateurs qui vous font bouger, y compris Bertrand Lobouès du côté de l'éducation. Vous ne vivez pas en vase clos, vous ne vivez pas dans un monde coupé des réalités de l'autre monde. Il faut bien prendre en compte et en considération tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. Oui, on en tient compte au travers de nos référentiels. Là, je parle en tant qu'enseignant. On a bien des référentiels avec dedans ce qui doit être étudié et présenté à nos jeunes. Et c'est bien ce qui est fait avec l'ouverture que l'on peut faire pour répondre à la demande sociétale. Bertrand Lobouès, je lisais entre autres choses en préparant cette émission que le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a vanté les mérites de l'enseignement agricole et la qualité de cet enseignement. J'imagine que ça vous a flatté, mais est-ce que pour autant ça ne vous rend pas encore plus responsable et avec un devoir d'exigence encore plus présent dans les prochaines années? La responsabilité, on l'a quoi qu'il arrive. On prépare de futurs agriculteurs. Ça, on l'a. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Je crois aussi que l'enseignement agricole a gardé, justement, j'ai parlé de projets. On a toujours cette possibilité de mettre en place des projets vraiment à disposition de notre territoire, à disposition des agriculteurs. Et c'est ça qui, à mon avis, plaît à notre ministre. C'est cette possibilité de pouvoir, je dirais, faire des enseignements un peu plus particuliers et bien destinés aux jeunes pour répondre à nos territoires et aux demandes des agriculteurs. La région Hauts-de-France, je voudrais dire, est la région qui a le niveau de formation de ses agriculteurs le plus élevé. Et ce n'est pas vrai pour l'éducation en termes de Hauts-de-France. On fait plutôt partie des mauvais élèves. Mais au niveau agricole, c'est la région de France qui a le niveau de formation le plus élevé. Laurent Pénichou, on se tourne vers vous parce que vous avez des questions, des réactions, je crois. Oui, alors c'est plus une réflexion que nous a fait ce monsieur qu'une question à poser. Pour vous, l'agriculture, c'est primordial, c'est même plus que ça. Oui, en fait, pour moi, l'agriculture, comme pour tout le monde, que ce soit pour les Français ou pour une personne lambda, c'est la quintessence même de la substantifique moelle de la France, de son terroir, de ses produits, de son élevage, de sa terre. Voilà. Et si on n'a pas conscience de ça, malheureusement, ça peut être compliqué. Voilà, je vous remercie. J'ai pas beaucoup de temps. Monsieur. Merci. Merci. Écoutez, merci monsieur. Je crois que ça a touché particulièrement nos invités sur ce plateau. Et puis, moi en plus, je suis un maire rural. Vraiment, l'agriculture est sur l'ensemble de nos territoires. Et c'est vraiment très important. L'activité économique agricole, un paysan dans une commune, c'est 8 emplois derrière à la clé. Et c'est quelqu'un qui reste dans la commune quand tout le monde est parti au travail. Il reste les personnes âgées et le paysan. Donc, tiens, un coup dur, on vient chercher le paysan. Hervé Daven, est-ce que, toujours dans un souci de provoquer le débat, même s'il nous reste très peu de temps, est-ce que finalement l'agriculture et l'agriculteur n'est pas un secteur trop subventionné? Alors c'est un sujet délicat. Aujourd'hui, le point de vue qu'on en aurait, c'est de dire stop aux subventions, on voudrait être payé au prix réel de nos productions, du prix des produits que l'on produit. Alors il y a des avancées qui ont été proposées aujourd'hui par rapport aux EGA, donc les États généraux de l'alimentation, qui fait que l'on va reprendre les coûts de production pour payer. Bon, maintenant, voilà, entre le moment où l'idée a été posée, l'application, il y a
Je pense que le temps va falloir devoir passer des paroles aux actes. Voilà, C'est c'est là le plus dur. Mais aujourd'hui, moi, je veux dire, demain, il n'y a plus d'aide. Du moment qu'on paye mon prix de revient, mon coût de production et je puisse gagner ma vie, normalement, ça me convient parfaitement. Mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, ça devient compliqué, non, de faire marche arrière. Comment est-ce qu'on explique à des jeunes qui ambitionnent de reprendre la ferme ou de devenir agriculteurs que demain, il va peut-être falloir qu'ils ne vivent uniquement que de ce qu'ils produisent et plus de subventions? Alors, la première chose, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés dans nos établissements. L'agriculture est quand même une passion. Sans passion, il n'y a pas d'agriculteur. Sans passion, il n'y a pas d'agriculteur. Ça, c'est une première chose. Après, on leur donne aussi des moyens de lecture du passé. Tout ce qui s'est passé, enfin, l'Europe, le père fondateur dont on parlait, Robert Schuman, depuis cette époque-là, l'agriculture et l'Europe a largement évolué. Les consciences aussi de nos compatriotes ont aussi énormément évolué. Et donc, on présente ça aux jeunes. Et donc, c'est aussi un moyen, cette lecture-là leur permet aussi de voir vers quoi on peut évoluer derrière. Et après, on leur donne aussi tous les moyens de produire, où on leur ouvre les yeux sur les différentes techniques de production, et à eux de choisir, et à eux de trouver leur modèle. On va rappeler également, ce sera presque le mot de conclusion, Christophe Buisset, que le secteur de l'agriculture est un secteur qui recrute. Tout à fait. Tout à fait. Il y a énormément de demandes. Et parfois, on a du mal à trouver des jeunes qui sont formés pour rentrer dans les exploitations d'aujourd'hui. Pour revenir sur les subventions, il faut savoir ce qu'on nous a demandé aussi. Et on a besoin aussi de ça pour boucler nos exploitations. La demande sociétale est forte et on est obligé d'avoir ce modèle tel qu'il est actuellement. On l'a construit ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'on a une nourriture de bonne qualité, en quantité, en qualité, pour pas cher. Ça n'a pas toujours été vrai. Il faut s'en rappeler. Et demain, on peut être dépendant de pays voisins parce qu'on n'aura plus d'agriculture chez nous si on continue. Merci à vous trois. Le temps, on avait été prévenu, est passé très vite. On va remercier au passage nos amis corses qui nous ont bien accompagnés au niveau de l'ambiance sonore. On aura établi un pont entre la Picardie et la Corse à l'occasion de cette émission. Merci à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en images depuis le Salon de l'Agriculture. Très bon dimanche à vous. Merci.